Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence, particulièrement à vous, messieurs et mesdames de la presse. Et puis, vous comprendrez aisément, je salue également l'ensemble des candidats de la liste Nouvelle Énergie qui ont pu se mobiliser ce matin pour être présents à cette conférence de presse, afin que nous vous présentions notre projet, notre vision pour Toulouse pour les 6 prochaines années. Je suis extrêmement heureuse d'être au Labo Écosse, puisque pour un certain nombre d'entre vous, vous savez que c'est ici que l'aventure avait commencé, puisque c'est un lieu significatif, c'est un lieu qui célèbre l'intelligence collective, qui fait travailler en son sein des Toulousains et des Toulousaines de tous horizons, de tout parcours. Ce lieu nous ressemble finalement, et c'est un lieu significatif parce qu'il y a presque un an, jour pour jour, nous tenions les premiers ateliers, les premières réunions du collectif et du mouvement citoyen et Nouvelle Énergie que j'ai fondé. Et c'est le moment où je me suis décidée à m'engager pour la ville de ma vie. On a été persuadés du potentiel de Toulouse et de ses habitants et qu'on a été surtout convaincus du changement qu'il fallait apporter et qu'en 2020, il ne serait plus possible de faire la politique comme avant. Comme avant, c'est-à-dire chacun dans ses formations politiques, sans prendre en compte la parole citoyenne, sans finalement donner un nouveau souffle à cette ville qui a connu de nombreuses transformations, qui connaît chaque année l'arrivée de nouveaux habitants sur son territoire municipal comme sur le territoire métropolitain, qui depuis quelques années n'a pas de nouveaux projets structurants, qui finalement donne le sentiment de ne pas exister sur les radars de la presse nationale, encore moins de la presse internationale, alors même que nous sommes une grande capitale, une grande métropole, et que nous devons compter parmi les métropoles européennes. Il y a maintenant un peu moins d'un an, nous avons continué à construire ce projet, d'abord avec le Parti socialiste, puis avec le Parti radical de gauche, puis avec le Parti communiste, et ensemble, militants, citoyens engagés pour leur ville, mais non membres de partis politiques, nous avons confronté les diagnostics, les propositions qui ont été les nôtres à un certain nombre d'experts. Vous avez participé, pour beaucoup d'entre vous, à la fois au marathon créatif que nous avons fait le 22 juin, puis à l'événement aux idées citoyens, où se tenaient des experts auxquels nous présentions nos propositions. Ce travail d'expertise, il a continué jusqu'il y a à peu près un mois, au moment où nous avons stabilisé notre projet. Et vous avez pu constater, au gré des nombreuses conférences de presse, où vous avez fait le plaisir et l'honneur de participer. Au total, il y en a eu 11, plus une de présentation de la liste et des candidats. 11 conférences de presse au cours desquelles nous avons présenté, thématique par thématique, les différents piliers de notre projet. Le constat, vous le connaissez, nous vous l'avons présenté justement au gré des différentes thématiques, mais si je devais en dresser un portrait assez rapide, assez large, je dirais que depuis 6 ans, le quotidien des Toulousaines et des Toulousains s'est dégradé, avec le sentiment de l'abandon pour certains quartiers, de l'abandon pour un grand nombre d'associations qui ont perdu 25% des subventions allouées par la commune, de pression, de perte de pouvoir d'achat, avec plus 15% d'impôts locaux, avec une baisse et une faible attention menée à destination de la nature, avec 25% de baisse d'aménagement et des espaces verts depuis 6 ans. Ça a été finalement le sentiment que pendant 6 ans, la ville a fait du surplace, que ça a été un grand laisser-faire, notamment en matière d'urbanisme. Je vous ai parlé déjà de désordre architectural. Et que sur les 6 derniers mois, à l'occasion de différents conseils municipaux ou prises de parole du maire sortant, on avait comme le sentiment qu'on voulait rattraper l'immobilisme des 6 dernières années et enfin entendre les aspirations et les attentes de nos habitants et d'essayer d'y répondre à la hâte. Plus globalement, le bilan du maire sortant amène vers un constat qui s'appuie sur le fait que, il n'y a pas eu de nouveaux projets culturels, il y a eu même l'arrêt de nombreux projets culturels. La ligne de métro qui avait été promise en 2014 n'a pas été lancée. Et puis un manque cruel de vision, d'ambition pour cette ville, que ce soit en termes d'urbanisme, en termes de logement.
Et quand finalement nous observons à la fois les propositions et les thèmes qui ressurgissent dans cette campagne, ou quand nous regardons les protagonistes, parmi les thèmes, il y a de nouveau l'insécurité, la troisième ligne de métro. Quand nous voyons les protagonistes, il y en a un certain nombre qui étaient déjà sur la ligne de départ en 2014, y compris celles et ceux qui faisaient le lit de la division de la gauche après une majorité qui avait été celle de l'Union de la gauche de 2008 à 2014. On a un peu l'impression d'être dans le retour vers le futur. Et nous, ce que nous voulons, c'est justement porter une vision d'avenir, préparer réellement, sérieusement, avec de l'audace, mais avec sérieux, avec expertise, en s'appuyant sur l'expérience qui est celle de chacun et de chacune d'entre nous, l'avenir de Toulouse pour les 6 prochaines années. Et donc, le programme que nous allons vous proposer et vous présenter ce matin, pour lequel vous avez eu un document qui est un prototype, c'est donc un scoop qui vous est destiné. Ce programme, qui est le projet de la gauche, de l'écologie, mais qui est avant tout le projet des Toulousains, nous l'avons voulu ouvert. Donner une nouvelle énergie à Toulouse, c'est quoi? C'est faire preuve d'attention pour chacun et d'ambition pour tous. C'est se dire que face aux grands défis de notre temps, l'enjeu social, l'enjeu écologique, l'enjeu démocratique, Toulouse ne peut plus faire du surplace et que c'est finalement une forme d'irrespect des Toulousains que de ne pas penser avec eux, pour eux, mais avec eux, l'avenir de notre ville. C'est agir pour que notre ville devienne une grande métropole européenne, à la pointe de l'ensemble des formes de solidarité et de la transformation écologique. Alors, depuis plusieurs mois, maintenant, nous faisons campagne. On a été les premiers à se lancer dans la campagne. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à présenter un projet global et un programme global et détaillé pour la ville de Toulouse. Et notre mobilisation, appuyée sur les 70 candidats qui sont ici, sur les nombreux militants, politiques ou citoyens, nous avons décidé d'en faire une campagne de grande proximité. Une campagne de proximité avec différents éléments. Le premier, que nous vous présenterons plus en détail plus tard, qui s'appelle Un quartier, une énergie, où nous passons 3 jours dans le même secteur de la ville, où nous voyons d'une part, le matin, l'ensemble des parents d'élèves et des petits Toulousains devant les écoles, puis les commerçants du secteur dans lequel nous sommes, puis nous déjeunons ensemble dans un des lieux qui sont des lieux de rassemblement, de convivialité des gens dans leurs quartiers, puis nous voyons les clubs des aînés, enfin les associations, et cela durant 3 jours pour vraiment s'immerger dans des quartiers. Quartiers pour lesquels nous détenons une expertise du quotidien, puisque nous avons porté un grand soin au fait que chacun des 70 colistiers de la liste Une Nouvelle Énergie puisse être un expert du quotidien de son quartier. Et le soin que nous avons apporté, c'est de faire en sorte que tout le monde ne soit pas issu du même secteur, à savoir celui du centre-ville, pour certaines listes, mais bien représentatif du poids démographique de chacun des quartiers de Toulouse, avec, comme vous le savez, une forte proportion de population dans le secteur 5. Une campagne de proximité, au-delà d'un quartier, une énergie, c'est une campagne qui fait une large place au porte-à-porte, avec l'appui des technologies, puisque chacun des militants a une feuille de mission qui peut manager sur son smartphone et qui lui indique quel secteur, quelle rue correspond à quel bureau de vote. Et nous pouvons du coup déterminer le nombre de portes frappées, le nombre de portes ouvertes, collecter les informations qui nous sont données et ainsi avoir une représentation qui s'applique aussi à l'expression de vote des Toulousains qui ont été faits sur des votes précédents, à savoir sur les européennes, sur la présidentielle. Et donc oui, nous nous appuyons sur l'intelligence artificielle et le contact humain de proximité pour avoir une campagne que nous souhaitons évidemment d'une part efficace et d'autre part victorieuse. L'autre élément de proximité et innovant, ce sont les stand-up que nous avons débuté il y a maintenant une dizaine de jours, pour lesquels un certain nombre de candidats, de candidates se sont lancés dans cet exercice qui est particulier, qui est de s'adresser en direct, en se mettant sur une place, sur un trottoir, devant un magasin, devant un établissement ou un équipement municipal, et présenter nos principales propositions et les raisons pour lesquelles nous nous présentons à leur suffrage. C'est également
un outil assez innovant qui est le kiosque des solutions portatif, un totem qui est roulant et qui présente sur 4 facettes nos différentes propositions et que nous mettons sur les points de distribution et de diffusion de tracts. Au fil de mois, la vision que nous portions de Toulouse, de réduire le fossé entre les Toulousains qui vont bien et ceux qui vont mal, de porter Toulouse à une ambition qui soit celle du niveau d'une grande capitale, s'est transformée en projet commun. Et je veux remercier vraiment très sincèrement l'ensemble de tous ceux qui ont travaillé dans différentes commissions, groupes de travail, ateliers, à l'édification d'un projet qui est précis, concret et dont on s'est assuré qu'il était réalisable dans les 6 années du prochain mandat. Remercier particulièrement celui qui a coordonné le projet et qui a permis d'extraire la substantifique moelle de tous les groupes de travail. Je te remercie beaucoup, Johan Langot, pour ce travail lourd et fastidieux et qui mérite et qui nécessite beaucoup de respect humain pour prendre en compte l'intelligence collective. C'est toujours évidemment des choix à faire et des arbitrages pour ne pas vous présenter 250 pages, c'était ça le total de l'ensemble des propositions, les réduire, les préciser et faire attention à ce que la parole de chacun puisse être respectée, qu'ils se reconnaissent dans la vision que nous portons. Alors oui, aujourd'hui je suis fière de vous présenter un programme sérieux et audacieux que nous mettrons en œuvre dès le 22 mars au soir. Ce sont 148 propositions que nous vous présentons. 148, pour celles et ceux qui sont de ma génération, ils se rappellent que c'était le numéro du bus qui était symbole de la fracture sociale qui existait dans Toulouse entre le quartier du Mirail, dont je suis originaire, et le centre-ville de Toulouse, au moment où ces bus stationnaient, pas n'importe où, les places du Capitole. Et c'est ce chemin-là que nous voulons faire, mais pour tous les faubourgs de la ville, faire en sorte qu'au Capitole soit représenté l'ensemble des quartiers de Toulouse, et y compris ceux qui se sentent le plus éloignés des décisions et des bénéfices des politiques publiques, des services publics, finalement de l'appui que leur doit la collectivité quand ils ont le sentiment qu'ils ont moins que d'autres naturellement. Donc 148 propositions aujourd'hui, comme le bus du 148, le fameux accordéon, où quand on était plus jeune, on cherchait la place à l'endroit où ça bougeait et où on se tenait moins. Maintenant, je cherche une place assise. Avant de rentrer dans le programme lui-même, vous dire que je suis consciente que sur les 10 propositions et conférences de presse thématiques que nous avons réalisées ensemble, nous n'avons pas encore présenté en détail l'éducation, la petite enfance et notamment le sujet du sport, comme celui du handicap. Ces 3 thématiques feront l'objet, et donc nous ne quitterons pas à ce moment-là, vous allez encore devoir récidiver, de présentations plus détaillées, comme nous l'avons fait sur les autres thématiques. Et d'ores et déjà, je vous annonce un événement un peu sous la forme du midi-minuit que nous avons fait sur la culture, qui sera dédié au sport et que nous tiendrons le 2 mars, et pour lequel nous vous réservons quelques surprises. Notre programme se développe en 3 axes. Et donc vous verrez un axe coloré vert, un axe coloré bleu, un axe coloré rose. Nous y avons assigné des couleurs. Et vous trouvez sur les murs, derrière vous, ici, de manière tonitruante. Je remercie Rémi Benoît de son sens du happening. Nous avons un premier pilier qui est celui de Toulouse Respire, un deuxième pilier qui est celui de Toulouse Protège et un 3e pilier de Toulouse Inspire. Et enfin, la 4e image que vous trouvez ici est le grand projet de l'Octogone Park pour lequel je vous livrerai l'explication en conclusion de cette conférence de presse. C'est le dernier projet dont on ne vous a jamais parlé mais que nous vous concoctons depuis de longs mois et sur lequel beaucoup ont réfléchi. Je cherche Cédric Andrieux, qui en fut un des inspirateurs et que je remercie. Et nous vous dirons en quoi il est important et extrêmement transformant pour la ville. Pour chacun de ces axes, vous trouverez des engagements concrets à partir de la page 3 du programme. À chaque fois, le programme se présente sur une double page que vous avez là, réalisée en dessin, sur les éléments les plus structurants, et puis une double page avec le développement de plusieurs dizaines de propositions par grand pilier. On a un engagement global qui est notre volonté de s'attacher à répondre
au quotidien des Toulousains et donc de faire de la ville de Toulouse la ville des 5 minutes. Trouver sa ville à 5 minutes, c'est s'assurer de faire de la ville rose une ville proche de ses habitants et de ses concitoyens. C'est une ville où chaque Toulousain a sa place, où il peut se soigner, où il peut se déplacer, où il peut bien manger. C'est faire en sorte que, quel que soit leur quartier, les Toulousains trouvent à 5 minutes un parc, un transport en commun, un lieu culturel, un équipement sportif, des commerces, des services publics. Le premier pilier, c'est celui de Toulouse Respire. Toulouse Respire, c'est avoir la vision d'une ville qui offre aux Toulousains un nouveau cadre de vie, agréable, paisible, un espace public qui soit sereinement partagé, une ville qui propose de nouvelles solutions de mobilité qui sont indispensables, adaptées aux usages de chacun. Une ville qui met l'écologie, la proximité, la santé de ses habitants, l'adaptation au changement climatique au cœur de son projet, avec un objectif ambitieux qui est de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre. Je ne reviendrai pas sur le fait que pour cela, il est nécessaire d'avoir des réponses très concrètes en matière de mobilité. Je vous rappelle seulement que dans les projets phares, nous avons celui des Portes de Toulouse qui a été présenté en octobre dernier et qu'il s'agit là d'un de nos grands projets structurants pour la ville. Je vous rappelle que ces portes sont au nombre de 7, qu'elles se situent à l'extérieur de la ville, sur l'emprise du périphérique et consistent à une offre de service pour stationner les véhicules individuels sur emprise de la rocade et qu'elles offrent également un bouquet de services avec des zones de covoiturage, des bornes de recharge pour les véhicules électriques et hydrogène, des gestes architecturaux pour requalifier les entrées de ville et qu'elles offrent un bouquet de services type pressing, réparation de téléphone pour lequel les appels à manifestation d'intérêt seront lancés. Comme vous avez tous les éléments dans le programme, je ne vous donnerai que les nouveaux éléments qui ne vous ont jamais été présentés sur les infrastructures de transport. Nous proposons donc, en sus de la réalisation de la 3e ligne, dont je vous répète, et pardonnez-moi de me répéter, mais il semblerait que tout le monde ne l'entende pas, je ne m'adresse pas à vous dans ce sujet, que oui, nous réaliserons la 3e ligne de métro, et que je n'ai jamais parlé de la tronçonner, de la diminuer ou de la phaser. Nous réaliserons donc la 3e ligne de métro, point. En sus de cette 3e ligne de métro, parce que ce n'est pas suffisant, il nous faut être plus audacieux, au-delà des pistes cyclables, au-delà des ports de Toulouse, nous lancerons des études pour le prolongement de la ligne A, dont nous considérons qu'il faut qu'elle aille jusqu'à Portet-sur-Garonne et remonte jusqu'à l'Union au niveau des terminus. Jusqu'à Portet-sur-Garonne, ça passera via le quartier de Saint-Simon, qui est un quartier en pleine explosion démographique et en construction de nouveaux logements, et pour lequel la desserte est insuffisante. Nous étudierons également la mise en place d'une ligne de tramway rapide, là encore entre différents quartiers qui sont en plein essor, à savoir le quartier de Malepère et celui du CEAT de Jolimont, en passant par la Cité de l'Espace. 3e élément, nous favoriserons le développement du RER toulousain, appuyé sur les réseaux de TER régionaux, pour compléter l'ensemble des offres de solutions nouvelles et globales, avec évidemment une attention particulière sur l'intermodalité. Or, vous savez que c'est le Conseil régional et la région Occitanie qui est en responsabilité en matière de compétences sur les échanges multimodaux. C'est la raison pour laquelle, maire de Toulouse, j'appuierai et je participerai au nouveau schéma de gouvernance proposé par la présidente Carole Delga, qui demande qu'on ait une gouvernance qui prenne en compte la réalité des déplacements sur l'aire urbaine dans les 80 km aux alentours de Toulouse et que soit donc mise en œuvre une fiscalité en adéquation avec la gouvernance nécessaire en matière d'autorité organisatrice des transports. Bien sûr, agir sur les mobilités, agir sur le logement, vous en trouverez le détail, c'est aussi, si on veut améliorer la qualité de l'air dans Toulouse, pouvoir la vérifier en mettant les capteurs dans les écoles sur lesquelles nous sommes fortement engagés, faire en sorte de pouvoir aussi séquestrer les émissions de CO2, et c'est tout l'objet du bouclier végétal, c'est tout l'objet de faire en sorte d'avoir des parcs et des zones vertes à 5 minutes de chacun, quel que soit le quartier d'habitation. C'est aussi, pour respirer, avoir une action volontariste en matière des nuisances et des pollutions. Et pour cela, s'engager, je vous le redis, au-delà des nuisances aériennes, au-delà des pollutions atmosphériques, au-delà des nuisances sonores et de la maîtrise du bon voisinage, notamment dans l'hypercentre, c'est s'engager à
faire le nécessaire pour transférer les sites Céveso et protéger les populations exposées aux risques industriels, notamment dans le quartier des Minimes, endroit où nous avons rencontré les 5 comités de quartier qui sont mobilisés pour le transfert du site ESSO, et nous y étions présents, notamment avec le conseiller départemental et colistier Vincent Gibert, aux côtés de Ségolène Royal, qui venait appuyer notre demande sur les plans à prendre en matière de déménagement de ces sites. C'est également lutter contre, développer les énergies renouvelables avec la volonté d'aller plus vite sur la question de l'hydrogène. Nous avons concrètement aujourd'hui déjà des schémas assez avancés de production, distribution, diffusion de l'hydrogène sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il nous faut poursuivre ce projet, mettre en place des corridors et de la motricité à l'hydrogène, notamment pour la navette circulaire qui circulera entre les différentes ports de Toulouse. Il faut assurer aujourd'hui, via la commande publique, un nouvel élan sur la motorisation verte, et donc nous ferons l'acquisition de bus à hydrogène vert, et c'est une chance. Il y a aujourd'hui en Occitanie une production chez Safra de ces bus-là qui nous permettent en plus de soutenir l'économie locale. Il y aura une action également en destination du bien manger, et tout particulièrement en destination des Toulousains, des petits Toulousains et des petites Toulousaines, avec la volonté de développer la ferme municipale de Candy sur le segment de l'agriculture urbaine toulousaine. Enfin, pour nous, une ville qui respire, c'est une ville qui est enfin belle et propre. Or, aujourd'hui, partout, on m'explique que la ville n'est pas satisfaisante de ce point de vue-là. Ça touche les commerçants, parce qu'évidemment, ça nuit à l'attractivité. Et d'ailleurs, c'est un des sujets dont nous avions parlé avec Ousseynou Dio, colistier, bien évidemment, serrurier, celui qui a dit qu'il avait la clé pour ouvrir le Capitole, je vous le rappelle, lors de la présentation des candidats. Et Ousseynou, qui a une de ces offres qui se situe sur les allées Jean Jaurès, soit juste en face du cinéma, voir des clients qui lui disent qu'ils préféraient que la ville soit dans un meilleur état de propreté. Je passe sur ce pilier Toulouse Respire, mais vous dire que chacun de nos piliers est conçu de manière transversale et qu'il ne s'agira pas pour nous de faire une délégation ou un adjoint à l'écologie. Ce que nous voulons, nous, c'est que l'écologie soit dans chacune des politiques publiques. Et lorsque nous avons présenté, et je remercie Régine Lange d'avoir, aux côtés d'autres colistiers, porté ce sujet, nous avons attaché une attention particulière à ce que l'ensemble de la prise en compte des transformations écologiques puisse faire l'objet de politiques publiques intégrées dans l'ensemble des responsabilités municipales. C'est la condition de l'efficacité, c'est la condition de la mobilisation budgétaire qui doit faire de notre mandat celui de la bascule écologique. Vous savez que c'est un engagement fort que je porte. Nous avons 6 ans pour faire la bascule écologique dans la ville de Toulouse. Et donc oui, l'objectif de réduction à 50% de l'émission des gaz à effet de serre est tenable, à la condition que ça s'applique à chacune des politiques publiques que nous conduirons. Le deuxième pilier, c'est Toulouse Protège. Ce que nous disent les habitants depuis plusieurs mois aujourd'hui, c'est que depuis 6 ans, ils se sentent pas protégés. Que ce soit en matière d'insécurité, insécurité au sens le plus commun dont on parle, ou que ce soit en matière d'insécurité sociale. En matière d'insécurité, le fait qu'il y ait eu la disparition de la police de proximité, des îlotiers, fait que certains quartiers n'ont plus vu le passage de la police municipale. Et si j'ai fait le choix de tenir cette conférence de presse dans le quartier des Sept-Deniers, dans un pressing, rappelez-vous, auprès d'une commerçante, qui disait la difficulté pour elle de travailler, parce qu'elle avait des dealers sur le pas de sa porte qui faisaient peur à des commerçants, c'est une situation qu'on retrouve, à ses clients, c'est une situation qu'on retrouve dans nombre de nos quartiers. Et particulièrement dans les quartiers populaires, pour lesquels la population constate que des dealers peuvent s'installer devant l'école impunément à la vue de tout le monde et qu'ils sont parfaitement repérés et que rien n'est fait, en augmentant le sentiment qu'ils sont donc abandonnés et qu'on ne donne pas d'autre vision à leurs enfants que d'en se sortir par cette voie-là. Dans certains quartiers, sachez qu'aujourd'hui, il est dit que c'est un métier.
Et ça, ce n'est pas acceptable comme vision d'avenir que nous devons proposer aux Toulousains et aux Toulousaines. Comme il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes ne puissent pas rentrer chez eux parce que des cages d'escalier ont été privatisées par des chaînes, par des dealers, et que quand ils appellent la police, personne n'y va. Il faut donc pour cela remettre en place une police de proximité. Il faut exiger de l'État les 200 policiers nationaux supplémentaires parce que la lutte contre le trafic de drogue appartient aux missions de l'État et nous ne lâcherons absolument rien sur ce sujet. La protection et le droit à la sécurité pour tous doit être le fait de l'ensemble de nos quartiers. Il faut bien sûr, pour que nous puissions être plus nombreux dans l'espace public, offrir un espace public de qualité. Si l'espace public est dégradé, alors il n'y a que celles et ceux qui ont intérêt à faire du business, du deal, qui s'y installent. Les outils de médiation, les outils pour faire de notre ville des places vivantes sont indispensables. C'est la raison pour laquelle il nous faut également s'assurer d'avoir des commerces dans chacun des quartiers et utiliser les possibilités de préemption des locaux pour installer des baux commerciaux en veillant à ce qu'il y ait une diversité commerciale qui soit mise en œuvre. La question du logement est un gros sujet pour la ville de Toulouse. Quand on accueille de nouvelles populations, il faut être au niveau sur la construction de logement. Mais on ne peut plus continuer comme ça a été fait depuis 6 ans. C'est-à-dire de dire, il y a des nouvelles populations, allons-y, construisons. Et finalement, ce n'est pas construisons, c'est construisez. Et puisqu'il n'y a plus un euro d'argent public mis dedans et que c'est livré au privé, alors ça ne concerne pas, selon le maire actuel, la municipalité. Municipalité qui en plus met son foncier aux enchères, faisant flamber un certain nombre de logements, mettant en proie au quartier la diminution et la disparition de leur identité, avec des styles architecturaux qui créent un désordre architectural important, mais surtout qui font craindre la perte de qualité de vie, la dégradation de la qualité de vie, parce qu'on construit des logements, mais on ne met pas en face les infrastructures, les équipements et les services qui permettent de garantir à ce que chacun vive correctement. Il nous faut également une ambition plus forte pour l'école. Nous avons, comparativement à d'autres villes, des budgets alloués à chacune des écoles, des dotations globales de fonctionnement, qui sont plus faibles. On ne peut pas dire tout à la fois que l'école est une priorité et en même temps, même si je sais que ça fait partie des soutiens et des inspirateurs du maire de Toulouse, on ne peut pas dire c'est une priorité, baisser le budget de la caisse des écoles, baisser de 12% le budget d'éducation, construire des écoles, faire du béton et ne pas mettre les personnels qui permettent de faire fonctionner l'école. Ça, ce n'est pas possible. C'est une très mauvaise gestion. Ça fait la dégradation du bâti et ça fait surtout la dégradation du lien à l'éducation, à la communauté éducative qui doit être l'objet d'un grand soin pour la municipalité dont c'est une des compétences phares. Nous devons nous assurer que chaque Toulousain ait une place. Et nous portons pour cela une ambition extrêmement forte en matière de création de places, notamment pour la petite enfance. Si vous saviez le nombre de parents qui nous disent que c'est une angoisse totale de ne pas trouver de nombre de places pour les crèches pour les petits Toulousains, c'est complètement inquiétant que ce n'ait pas été pris en compte. Et je vous appelle à ne pas vous laisser abuser par les chiffres de création de crèches qui vous sont donnés comme performance sur ce mandat-là. Pourquoi ? Je vous invite à demander le solde de création du nombre de places qui auraient été créées. Quand vous fermez une crèche où il y a 35 places, et que vous en ouvrez et inaugurez à grand renfort de communication une qui compte 50 places et que vous annoncez que vous avez créé 50 places, dans la réalité, vous en avez créé 15. Parce que si vous en fermez 35 d'un côté et que vous en ouvrez 50 de l'autre, le solde, il est à 15. Et donc, dans la manière d'additionner les choses, je pense qu'il faut que ça nous éveille sur la nécessité, justement, de mettre des efforts plus importants au moment de l'apprentissage du calcul et de la lecture dans nos écoles primaires. Sur la question de la santé, là encore, on a des grandes ruptures en matière de santé dans la ville de Toulouse, avec des quartiers qui ne sont pas pour le coup que des quartiers populaires, pour lesquels il n'y a pas d'unité de service, parce que des urgentistes qui mettaient au péril leur santé pour soigner les autres ont exercé leur droit de retrait administratif. Aujourd'hui, il y a une démission importante, démission contractuelle, d'un nombre de médecins du CHU sur la ville de Toulouse, et il n'y a pas eu un mot du président du conseil de surveillance, qui est le maire de Toulouse, sur cette situation. Ou plutôt, je dois admettre qu'après de nombreuses alertes, qu'après plusieurs communiqués de notre part, qu'après, et ça doit être un hasard, le matin même, je faisais dans l'exercice du coup de gueule sur un de vos confrères radio, qui est Sud Radio, à Paris, un coup de gueule s'agissant du CHU. L'après-midi, vous avez été destinataire
d'un superbe communiqué disant son souci pour la santé. Mais je pense que c'est bien l'ambition de notre projet que d'être inspirant. Je regrette que celles et ceux qui s'en inspirent aujourd'hui ou ces 6 derniers mois n'aient pas été plus inspirés depuis 6 ans. Et donc je conseille à celles et ceux qui veulent que Toulouse porte une véritable vision d'avenir, appuyée sur du sérieux, de l'expérience et de l'audace, fassent le choix d'une nouvelle énergie, parce qu'enfin, ils éviteront la copie, ils seront sur l'original et surtout sur de l'efficacité. Nous créerons, nous, des maisons de santé pluridisciplinaires qui permettront aussi aux jeunes qui sortent de formation de santé de trouver des possibilités d'installation. Le niveau du foncier est tel à Toulouse que si vous allez rencontrer les étudiants qui se forment aujourd'hui en médecine, ils vous disent qu'ils n'ont pas la capacité d'aller s'installer dans un cabinet, qui privilégient, oui, les remplacements, mais pas parce qu'ils voudraient butiner d'un cabinet à l'autre, tout simplement parce que les prix ne leur permettent pas de s'installer et qu'en plus, ils ont des volontés de travail qui soient plus collaboratives, où ils puissent être avec d'autres professionnels de santé dans un même espace. C'est à la puissance publique de créer les conditions favorables d'installation en matière d'immobilier d'entreprise, puisque c'est bien là une compétence qui est délivrée aux EPCI et aux métropoles au titre de la loi NOTRe. Le troisième pilier, c'est Toulouse Inspire. Toulouse Inspire, c'est quoi? C'est dire l'importance pour notre métropole de réussir à se projeter au-delà de la gestion du quotidien dans les 6 prochaines années et poser les bases de son fondement pour qu'on puisse porter une ambition forte et rester dans cette vision que pourraient avoir certains à l'extérieur de Toulouse, qui est liée à la dynamique de notre industrie, qui est liée à la présence du siège mondial d'Airbus, qui est liée au fait que nous avons un certain nombre de chercheurs privés et publics sur la ville de Toulouse avec des laboratoires de plus haut niveau. Mais il faut que ces forces-là puissent être structurées, encouragées, accompagnées par la ville et la métropole toulousaine. C'est s'assurer qu'on puisse engager la ville dans des trajectoires qui garantiront d'une part le maintien et la création de nouveaux emplois, mais surtout qui rencontreront des réponses du quotidien sur les transitions qui sont à l'œuvre. Nous voulons donc à ce titre-là intensifier l'accompagnement des entreprises de notre ville et nous revendiquons de mettre en œuvre un patriotisme économique au service de l'emploi. Ce patriotisme économique, c'est venir en appui à celles et ceux qui ont souffert ces dernières années, les 7 dernières années plus particulièrement, à savoir nos commerçants et artisans du centre-ville. C'est dire que nous accompagnerons les TPE et les PME à la condition qu'ils apportent un soin dans leur impact social, sociétal et environnemental pour devenir la capitale de l'entrepreneuriat engagé. C'est finalement, du coup, conditionner un certain nombre de nos appuis à ces trajectoires vertueuses, à des réflexions sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, y compris quand ils ne sont pas tenus à publier un bilan social genré. C'est faire en sorte qu'ils prennent en compte l'économie décarbonée, qu'ils puissent regarder comment ils peuvent sourcer leurs produits à proximité. Et nous mettrons pour cela en valeur celles et ceux qui font le jeu de l'économie locale. Nous créerons un label qui s'appelle Fabricat a Tolosa et qui réaffirme à la fois la modernité de notre ville, sa capacité à innover et à proposer des produits, des services innovants en adéquation avec les valeurs environnementales et sociales et qui renoue avec l'identité qui est la nôtre d'une terre occitane, capitale, et pour laquelle, parfois, je regrette que la dimension de l'identité occitane soit confinée à une forme de folklore qui mérite, parce qu'il est marqueur de notre identité, parce qu'il est porteur des valeurs dans lesquelles nous retrouvons une nouvelle énergie, doit pouvoir accompagner des trajectoires d'avenir en matière d'emploi et en matière de nouveaux produits et de nouveaux services. Ce Fabricat a Tolosa, ça sera un des soutiens à l'économie de proximité. Inspirer, c'est aussi devenir un lieu où la culture a toute sa place. C'est faire en sorte, par exemple, que quand vous voulez inviter la famille, des amis à venir vous rendre visite à Toulouse et qu'ils vous demandent à quel moment ce serait propice de venir voir un grand événement culturel pour vous visiter, vous ne soyez pas en train de réfléchir au fait que d'affirmer que ce serait peut-être le 14 juillet, alors même qu'ils trouveraient ça dans n'importe quelle grande ville, vous êtes bien dépourvu
de moment à l'heure annoncée. C'est donc se doter d'infrastructures qui puissent aussi accueillir dans les meilleures conditions les festivals qui existent. Et nous avons proposé que l'île du Ramier, futur Central Park, que nous voulons également réaliser, soit aussi un lieu d'accueil pour les festivals, en appelant cela l'île des festivals. À ceux qui, dernièrement, ont raillé cette proposition, les mêmes d'ailleurs qui avaient été rémunérés pour produire un rapport sur les festivals et qui est tombé dans les oubliettes, mais je pense que vous pourrez retrouver cet excellent rapport sur différents médias. Je voudrais dire que c'est bien ça, inspirer. C'est aller trouver des solutions qui existent ailleurs et qui sont performantes. Qui peut dire que Montréal n'est pas à la pointe de ces questions de nuisance et de transition écologique? Il faut regarder ce qui a été fait sur l'île qui est sur le Saint-Laurent, à Montréal, en matière de festival, en matière de précautions prises sur les nuisances sonores. Et puis, tout simplement, vous rappelez des images de Central Park, qui n'est pas tout à fait dans un désert urbain, et pour lequel on trouve tout à la fois un poumon végétal et un grand lieu de concert, et avec l'image que certains d'entre vous, peut-être un tout petit peu plus âgés, ont de ce fameux concert de Simon & Garfunkel qui s'était tenu à cet endroit-là précisément, et pour lequel je n'ai pas lu un certain nombre de critiques assassines, mais bien l'envie que chaque grande ville puisse posséder un moment. Alors bien sûr, c'est prendre en compte les nuisances, mais il y a des dispositifs pour pouvoir le faire. Et puis, l'île des festivals, c'est l'accueil de festivals de Toulouse qui se tiennent déjà, comme celui qui se tient sur la prairie des Filtres, avec une proximité avec les riverains qui est encore plus importante. C'est une période dédiée qui se tient du 15 juillet, en gros, au 15 juin au 15 juillet, et qui permet de donner une plus grande visibilité à un certain nombre de festivals qui ont déjà lieu dans Toulouse, comme les siestes électroniques, comme différents festivals qui se tiennent à ce moment-là, les organiser, garantir que ça termine avant minuit, donner les moyens de la coordination, et puis accueillir aussi, oui, des événements culturels et des concerts de grande ampleur qu'on est dans l'incapacité d'accueillir aujourd'hui à Toulouse, faute d'infrastructures. Ça nécessitera la démolition d'une partie de l'ancien parc des expositions dès lors qu'il aura été transféré au MET, nouveau parc des expositions, sauf le hall 3, qui est en béton armé, comme vous le savez peut-être, et qui devra du coup accueillir les équipements sonores et d'isolation périn. C'est aussi engager Toulouse dans une pratique sportive, qui est le fait de beaucoup de nos habitants, mais pour lequel ils trouvent bien peu d'infrastructures. Encourager les pratiques sportives, c'est bien sûr exprimer une forme d'exigence, de performance, mais c'est aussi accompagner la santé avec toutes les vocations de sport loisirs et de sport santé. Nous créerons une biennale des jeux de quartier sur lesquels Sandra Forgue a beaucoup travaillé, pour lesquels vous connaîtrez qu'elle détient une certaine expertise en matière d'olympisme. Et nous penserons également à un certain nombre de pôles structurants par activité, notamment sur la question de la cité du rugby, sur le bassin nordique, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Toulouse qui inspire, c'est aussi une ville qui est solidaire, qui reconnaît que dans la culture comme dans le sport, le rôle des bénévoles est indispensable, que sans elles, sans eux, finalement, on pourrait moins s'enorgueillir dans les différentes inaugurations des différents événements qui se tiennent dans la ville. Quand vous voyez l'événement de la corrida pédestre qui prend place en majesté sur la place du Capitole, à la réalité, cet événement ne pourrait pas se tenir sans les centaines de bénévoles qui y participent. C'est souvent d'ailleurs les mêmes bénévoles qui participent à d'autres activités sportives et culturelles. Et nous voulons, nous, valoriser ces bénévoles et nous mettrons une carte qui leur est dédiée, qui leur permettra justement d'accéder aux équipements culturels et sportifs qui sont sous la responsabilité municipale. Finalement, nous voulons, avec Toulouse Inspire, que Toulouse devienne capitale. Capitale pour celles et ceux qui y vivent, qui doivent en partager la fierté. Capitale pour celles et ceux qui nous regarderont et qui verront qu'ici, des choses se passent et que finalement, ce n'est pas le seul fait de très belles entreprises en pointe et médiatisées, mais que c'est bien parce que nous avons réussi à coordonner et à fédérer l'ensemble des énergies de notre vie. Et puis, quand on veut inspirer, il faut être exemplaire. Et il faut dire et reconnaître qu'un certain nombre de nos concitoyens ont aujourd'hui un regard sur l'action publique, sur les responsables politiques qui est critique, qui n'acceptent plus un certain nombre de pratiques.
Il faut admettre que depuis 6 ans, le spectacle au sein de la majorité, d'un point de vue de l'éthique et de la moralité, est pour le moins contrasté. Je ne parle pas évidemment sur ceux qui est instruit de manière judiciaire, sur des mises en examen d'un adjoint qui a démissionné, c'est heureux, sur des sujets qui sont aujourd'hui à l'examen judiciaire et qualifiés de criminels. Je ne parle même pas des soupçons qui ont été portés et qui ont amené à la démission une maire de quartier dans une commission d'appel d'offres liée à un conflit d'intérêts. Je parle plutôt de ces erreurs qui ont été commises par des adjoints en responsabilité et qui, au numérique, au transport ou en commerce, se sont vus accepter un certain nombre de cadeaux offerts par des entreprises du numérique, des grands noms du commerce ou des opérateurs des transports. Je ne parle pas non plus précisément, mais c'est un tout, de donner le sentiment que Toulouse et sa métropole ne méritent pas qu'on s'y consacre à temps complet et qu'on accepte des tutelles, y compris des tutelles pénibles comme celle de Bercy. Je ne voudrais pas imaginer que l'acceptation de contrats financiers à 1,2% du budget de fonctionnement puisse être dans l'obligation d'être signée quand finalement on dépend à la fois de la tutelle de Bercy d'un point de vue professionnel et qu'on accepte de s'y soumettre d'un point de vue institutionnel. On a la nécessité d'avoir une éthique irréprochable si on veut que le dialogue de confiance absolument nécessaire pour répondre aux attentes de nos concitoyens soit véritable. C'est la raison pour laquelle nous mettons en œuvre des instruments, d'outils démocratiques importants en début de ce mandat. D'abord, augmenter le nombre de conseils municipaux qui sont les lieux de la décision municipale. Permettre aux Toulousains, aux Toulousaines, dans une séquence et une séance qui est celle de la question aux élus, en amont du conseil municipal, de les interroger ou de poster un certain nombre de commentaires, de perspectives. C'est mettre en œuvre des budgets participatifs qui soient au niveau d'une décision dans les quartiers toulousains et qui sera à hauteur de 5% du budget d'investissement. C'est mettre en place un observatoire des engagements électoraux. C'est faire en sorte qu'il y ait un conseil citoyen qui soit en capacité d'évaluer, de chiffrer de manière indépendante ce qui aura été réalisé en matière d'impact environnemental. C'est vérifier que l'ensemble des politiques publiques puissent être mesurées à l'aune de cet impact environnemental et réalisées à ce titre ou pas. Nous devons aujourd'hui faire en sorte que la décision se rapproche des Toulousains et des Toulousaines, qui puissent reprendre le contrôle sur leur destinée, notamment sur leur quartier, et c'est l'objet de la fabrique des quartiers. C'est l'objet du kiosque des solutions pour des démarches administratives qui soient simplifiées pour qu'ils et elles puissent s'y livrer. C'est aussi, dans cette période du tout numérique, faire en sorte que dans les décisions, dans les outils qui leur sont proposés, personne ne soit exclu en raison de la fracture numérique. C'est donc mettre en place des aidants numériques pour aider à la réalisation des dossiers qui sont de plus en plus dématérialisés, mais aussi pour favoriser la participation de chacun et de chacune. Et puis, c'est porter une vision du numérique qui soit éthique. C'est se doter, y compris au sein de la collectivité, d'outils qui ne soient pas des produits prisonniers des GAFAM. Enfin, je termine sur la présentation de l'Octogone Park. L'Octogone Park, vous le voyez là, affiché à côté de vous. C'est issu de la réflexion que, bien sûr, l'île du Ramier deviendra Central Park. Je vous assure qu'avec nous, ça deviendra Central Park. Je sais bien que ça fait à peu près 10 ans que tout le monde en parle, mais nous avons une vision assez précise de la manière de le réaliser. Mais ça ne sera pas suffisant pour engager la bascule écologique. Ça ne sera pas suffisant pour apaiser la ville. On ne peut pas avoir simplement un poumon vert et une ville où le désordre architectural, la place de la voiture soit celle qu'elle est aujourd'hui. Nous nous engageons à réduire de moitié la place dédiée à la voiture dans la ville. Et il nous semble qu'il nous faut commencer par l'Octogone Park. L'Octogone Park, ce sont des boulevards que vous identifiez parfaitement et que vous connaissez bien et qui forment, et c'est le nom, un octogone. Si je pars des allées Jules Guesde, qui ne sont pas très loin d'ici, c'est passer par le Grand Rond, épouser les allées François Verdier, remonter le boulevard Carnot, puis le boulevard de Strasbourg, le boulevard d'Arcole, le boulevard Las-Crosses, enfin prendre les différents ponts, les allées Charles de Fitte et revenir sur Palais de Justice en passant par la place Héraclès.
Qu'est-ce que nous ferons dans cet octogone? Nous voulons réaménager donc ces boulevards qui encerclent la ville. Pour nous, il s'agira de libérer les contre-allées de ces boulevards qui sont aujourd'hui dédiés au stationnement des véhicules à moteur. Donc oui, nous supprimerons un certain nombre de places de stationnement sur ces boulevards en faisant des parvis piétons et en mettant en place des pistes cyclables bidirectionnelles. Ça permettra de supprimer un certain nombre de feux qui sont aujourd'hui très pénibles, du reste pour les automobilistes, puisqu'ils ont le sentiment que sur certaines portions, ils sont arrêtés inutilement. Il faudra sécuriser un certain nombre de carrefours qui sont indispensables à la circulation sur cet octogone. Je pense notamment à ceux devant Arnaud Bernard ou le carrefour au niveau de Jeanne d'Arc, qui est extrêmement complexe pour les différentes traversées qui sont très congestionnées et embouteillées. Et au-delà du dégagement des contre-allées, nous ferons de ces boulevards des trames vertes animées qui auront un visage sûrement plus ambitieux que ce qui est actuellement appelé la Ramblas ou les Ramblas toulousaines. Mais imaginez une trame verte qui permette la promenade, l'accès piéton, qui permette sur les contre-allées ces pistes cyclables. Et de manière plus globale, ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que les riverains de ces zones, comme les commerçants ou les professionnels qui ont besoin d'arrêt minute, aujourd'hui, vous savez que la ville leur octroie 2 fois 30 minutes de stationnement. Vous êtes infirmier, vous êtes commerçant, vous devez livrer. La réalité, c'est que nous, on pense que pour une ville qui respire, qui prenne soin de l'humain, ce n'est pas possible de travailler ainsi. Si vous demandez à un infirmier ou une infirmière de faire en 30 minutes le soin à domicile, entre le moment de se garer, etc., il sera forcément expéditif et dans une qualité humaine qui n'est pas son choix en matière de service. Nous octroierons donc des priorités et pour les riverains, et pour les commerçants, et pour les professionnels de soins à la personne, avec une gratuité d'1 heure sur ces emprises de stationnement, une priorité pour les riverains, mais également pour les personnes en situation de handicap pour circuler. Nous aménagerons un certain nombre de bornes pour permettre des passages provisoires ou éphémères de manière programmée et pour lesquels, si les bornes restent levées, on en fait des espaces pacifiés, notamment le week-end. Mais au-delà de l'Octogone Park, nous avons une expérimentation que nous voulons livrer sur la rue de la Colombette sur une piétonisation le week-end et pour laquelle nous avons rencontré les commerçants, leurs représentants, pour voir si cette expérimentation leur paraissait judicieuse. Ça leur semble judicieux, donc nous le ferons ensemble et nous l'évaluerons pour voir si ça doit être étendu ou pérennisé. Et dans l'Octogone Park, nous mettrons une priorité des abonnements spécifiques à destination des riverains et des habitants pour lesquels c'est d'une complexité folle. Vous savez, le sentiment global, je vous ai présenté à grands traits et je vais me taire et vous laisser poser des questions sur le document que vous avez feuilleté, mais aujourd'hui, depuis 6 ans, il y a vraiment un sentiment de dégradation du quotidien, d'un laisser-faire, d'un abandon. Et nous qui sommes dans cette campagne de proximité, et l'ensemble de mes colistiers pourront vous le dire, les gens que nous rencontrons dans les rendez-vous avec les associations, celles et ceux que nous rencontrons dans les porte-à-porte, ils nous disent leurs craintes pour l'avenir. Ils nous disent que finalement, ouais, non, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour eux. Ils se demandent si de changer de gouvernance municipale, ça améliorera les choses. Ils ont le sentiment que finalement les décisions sont prises ailleurs parce que finalement il n'y a pas de vision ici. Et moi je crois en l'action publique, je crois dans le volontarisme, je crois dans ce sérieux et dans l'expertise qui est celle de notre ville et de ses habitants. Je crois aussi à la nécessité de faire respecter davantage les Toulousains. Et que oui, si on n'a pas de vision pour cette ville, alors on laisse la vision nationale, verticale et jupitérienne s'imprimer sur cette ville-là. Et que du coup, c'est pas très étonnant qu'il n'y ait pas de position qui soit prise sur les retraites, alors même qu'elle inquiète nos concitoyens, et qui nous en parlent dans les porte-à-porte. Alors que oui, c'est pas très étonnant que ne soit pas exigée avec force l'arrivée de policiers nationaux supplémentaires, parce que finalement, c'est pas appuyé en termes de demande locale. Que finalement, la LGV qui n'arrive pas, ils ont l'impression que là non plus, la défense ne s'est pas réalisée. Bref, le sentiment qu'on laisse au pouvoir jupitérien, au pouvoir parisien, la décision, et que quand ce même pouvoir est un soutien électoral, un soutien personnel,
l'ensemble de ce qui devrait être engagé n'est pas engagé pour défendre les Toulousains et les Toulousaines. Moi, je vous dis, cette décentralisation, cette verticalité du pouvoir, le fait qu'on abandonne complètement la notion démocratique, la prise en compte de la parole citoyenne est insupportable et inacceptable. Et je crois que Toulouse doit, au-delà de ce que nous devons développer pour le quotidien, dire l'importance d'une véritable décentralisation. Et pourquoi pas? Imaginez qu'il y ait des équipements structurants, forts, qui aujourd'hui sont l'apanage du pouvoir parisien, de s'installer à Toulouse. Parce qu'après tout, c'est la ville où quand il y a des instances, où il y a des équipements qui sont installés et qui sont des équipements d'envergure nationale, ça fonctionne. À Toulouse, on fait la pluie et le beau temps. On a Météo France. Ça marche ou ça marche pas? Oui, ça marche. Les prévisions sont exactes, ça fonctionne, et vous n'entendez pas de couac de Météo France à Toulouse. À Toulouse, nous avons le siège mondial d'Airbus. Les avions, ils sortent ou ils sortent pas? Oui, ils sortent. Ok, il y a eu l'arrêt du programme de l'A380. Eh bien, grâce à la mobilisation des industriels, il y a la mobilisation pour accueillir une nouvelle chaîne pour la 350 et faire l'équivalence en matière d'emploi. Et ici, on a l'impression que les choses ne fonctionnent pas, qu'il n'y a pas de vision, qu'on laisse la vision nationale, qu'on abandonne le territoire, que c'est le laisser faire. Et quand ça ne fonctionne pas, les 6 derniers mois, on explique que oui, on va raffermir le propos pour les fonctionnaires de l'hôpital, que oui, on va demander des policiers nationaux. Mais faisons en sorte que les décisions puissent se prendre ici. Et à dépendre de Bercy, faisons en sorte que Bercy se rapproche de Toulouse. Pourquoi on n'aurait pas l'accueil d'un ministère tel que Bercy à Toulouse? Ben oui. Pourquoi on ne défendrait pas le fait qu'à Toulouse, on demande et on ait l'exigence de la prise en compte de ce qui est la 4e métropole de France et qui demain devient la 3e ville de France? Je crois vraiment que notre ville a besoin en urgence qu'on y porte une ambition, une vision, qu'on soit sérieux, qu'on y mette de l'éthique, qu'on prenne en compte la parole de ses citoyens, que cette ambition, elle soit assumée, elle soit portée, elle soit défendue, et qu'on offre un nouveau visage à Toulouse. Ce nouveau visage, c'est celui et ceux que vous avez face à vous. Nous sommes prêts, nous sommes en campagne, nous avons les premiers un projet global à vous présenter, et nous avons une véritable volonté d'être utile aux Toulousains et aux Toulousaines, et qu'à elles et qu'à eux, en s'engageant, pour ma part, à me mettre à leur service à temps complet, sans dépendre de quelconque tutelle, de quelconque lobby, et à ce titre, de refuser tout cadeau qui pourrait être proposé en raison de ma fonction, à publier l'état de mon patrimoine, comme du reste, il est obligatoire de le faire auprès de la haute autorité de la transparence et de la vie publique, et de faire en sorte que le respect de la démocratie rime avec l'efficacité des solutions à proposer au quotidien.